stimulation externe renforce les raideurs, surtout chez un enfant infirme moteur d'origine cérébrale aux facteurs émotionnels augmentés, un certain nombre de principes sont à respecter. L'enfant doit être installé dans des conditions de confort, c'est-à-dire placé au sol, afin que la position élevée sur une table ne le perturbe pas. De même, on gagnera à placer l'enfant dans une salle insonorisée. Ces principes étant respectés, l'installation du sujet, l'installation du kiné et la plupart du temps celle que je démontre actuellement, à savoir l'enfant allongé, le kiné en arrière du crâne de l'enfant et avec un certain espace éloignant les coudes du sol. À partir de cette position de départ, les prises du kiné vont toujours être nettes. En fonction de la pathologie, les prises éviteront le contact avec des muscles enraidis et seront, pour la plupart du temps, des prises à simple contact osseux. On commencera ce relâchement par la nuque, point clé signalé par Bobat, puis de proche en proche, cette relaxation gagnera l'épaule, la ceinture scapulaire, le coude, le poignet et les doigts. Première prise, prise de la nuque. Cette prise de la nuque ne devant se faire qu'avec contact osseux, les pouces du kinésithérapeute sont placés sur la ligne courbe occipitale de part et d'autre de l'insertion du trapèze supérieur. Les index et les majeurs prennent contact uniquement avec la mâchoire inférieure du sujet. On peut comparer cette prise à une position dans l'espace d'une prise en coupe d'un ballon posé entre les deux mains rapprochées du kinésithérapeute. Les pouces sur la ligne courbe occipitale, les mains au niveau des maxillaires inférieurs. À partir de cette prise, le kiné va effectuer, au cas de raideur des muscles de la nuque, une flexion de son sternum en rentrant le menton du sujet de façon à étirer les muscles extenseurs du cou. Ce relâchement étant obtenu grâce à cet étirement, les mains du thérapeute vont dodeliner la tête dans l'espace, soit par des circonductions de la nuque, du cou, soit par des inclinaisons latérales, soit par des petits mouvements en 8 associant flexion, extension, inclinaison latérale et éventuellement rotation. Lorsque la décontraction de la tête a été obtenue, le crâne du sujet est placé sur le sternum du kiné qui va entretenir ces mouvements de balancement par une oscillation de son tronc. Les deux mains du thérapeute sont ainsi dégagées et peuvent, à l'aide d'une autre prise, s'intéresser à la ceinture scapulaire. Dans un premier temps, on cherchera à étirer le trapèze supérieur. Là aussi, les prises seront nettes, c'est-à-dire que chez un enfant ayant une spasticité du long supinateur, on évitera une prise en nu avec un étirement du trapèze supérieur vers le bas pour justement éviter ce contact d'un muscle spastique.
auquel cas la prise se fera au-dessus des coudes. A l'inverse, si la raideur existe sur les fléchisseurs du coude, on évitera la prise au niveau du coude et les paumes du thérapeute pourront être placées au niveau de l'acromion et l'étirement étant fait par un appui vertical vers le bas du moignon de l'épaule du sujet. Ces différentes prises, en nu, au-dessus du coude ou au niveau de l'acromion, permettent donc de détendre le trapèze supérieur. Les muscles de la nuque sont détendus par les oscillations du tronc du sujet et à partir de ce moment, les prises du thérapeute va consister à recevoir la nuque de l'enfant dans les mains pour continuer ces oscillations et l'amener en décubitus dorsal. Après avoir obtenu le relâchement de la nuque, le relâchement du trapèze supérieur, nous allons maintenant nous intéresser au relâchement du membre supérieur, en commençant par l'épaule, en faisant suivre ce relâchement au niveau du coude et enfin au poignet. Au niveau de l'épaule, le premier plan qui sera utilisé pour le relâchement sera un plan parallèle au sol, donc le plan frontal d'abduction et adduction de l'épaule. La prise est nette, elle consiste en une prise poignée de main qui se fera bien entendu main droite du thérapeute avec la main droite du sujet. Lorsque l'on interviendra sur le côté gauche, la prise poignée de main se fera avec la main gauche du thérapeute et la main gauche du sujet. La prise veillera à ne pas prendre appui sur des muscles spastiques. C'est pour ça qu'en cas de spasticité de la main, des prises peuvent être différentes que nous verrons à la fin de cette démonstration. Le rythme de l'oscillation n'est pas le rythme propre du thérapeute, c'est un rythme choisi en fonction des réactions du sujet. Ce rythme peut être lent, éventuellement maintenu et passant à travers un réflexe d'étirement des muscles adducteurs lorsqu'on va vers l'abduction, ou au contraire lorsqu'on vient vers l'adduction, passant à travers le réflexe à l'étirement des muscles abducteurs. Ce rythme peut donc être lent ou il peut au contraire être rapide. Après le relâchement dans le plan frontal et en continuant à maintenir ces oscillations, on va maintenant intervenir sur les muscles fléchisseurs et extenseurs d'épaule. Au cours d'une extension du coude et d'une extension d'épaule, on peut être arrêté par une raideur, auquel cas on maintiendra le mouvement oscillant autour de cette position de raideur et on essayera par des oscillations de vaincre cette raideur. Obstacle à l'extension est dû à une rétraction des fléchisseurs du coude, mais également raideur des extenseurs d'épaule, alors qu'à l'inverse, dans le mouvement de flexion d'épaule, on peut être arrêté par les muscles fléchisseurs d'épaule ou les muscles extenseurs du coude. Après avoir obtenu ce relâchement dans le plan frontal
et dans le plan sagittal de flexion-extension. On va maintenant essayer de relâcher les muscles du coude. Au coude, un autre mouvement est possible, c'est le mouvement de pronosupination. Et au cours de ces oscillations, la position des deux os de l'avant-bras, soit avec la paume tournée vers le thérapeute, soit la paume tournée à l'opposé du thérapeute, permettra de détendre les muscles pronateurs ou supinateurs du coude. Le mouvement est poursuivi et on cherche maintenant à obtenir un relâchement au niveau du poignet. Au niveau du poignet, on peut obtenir un relâchement de flexion-extension. On peut également obtenir un relâchement en inclinaison radiale et inclinaison cubitale. Lorsque le relâchement du poignet est obtenu, on va essayer maintenant de faire un relâchement au niveau des muscles des doigts, sans lâcher la main, mais en glissant légèrement et en changeant de prise. Le kinésithérapeute va prendre au moins 3 doigts du sujet et induire le mouvement, cette fois-ci par un mouvement de son poignet, de façon à obtenir le relâchement des doigts. Pour s'assurer que le relâchement du membre supérieur est obtenu, on peut faire ce que l'on appelle le geste du semeur, c'est-à-dire lancer le segment de membre dans l'espace. Soit lancer ce segment, les bras le long du corps, soit éventuellement, si on veut contrôler le relâchement des muscles adducteurs, lancer ce bras vers l'abduction. Nous avons donc vu le relâchement de l'épaule, du coude et du poignet dans 2 plans principaux, le plan frontal, le plan sagittal. Au niveau du coude également, dans le plan horizontal de la pronosupination. Il nous reste à voir au niveau de l'épaule les mouvements de relaxation à employer pour les muscles rotateurs internes et rotateurs externes de l'épaule. Le bras du sujet est placé en croix selon le degré de raideur des muscles rotateurs internes ou externes d'épaule. Soit les bras est placé carrément perpendiculaire à l'axe du sujet, soit à 45 degrés par rapport à cet axe, et si on veut obtenir l'étirement maximum des muscles, au contraire, le bras peut être placé au zénith. À partir de ce positionnement, le thérapeute devra maintenir l'avant-bras du sujet avec une prise qui, elle aussi, doit être nette, c'est-à-dire que la main du thérapeute doit être placée perpendiculairement par rapport aux 2 os de l'avant-bras. À partir de cette prise et avec le maintien de cette prise, le thérapeute va aller chercher l'autre avant-bras du sujet. Cette fois-ci aussi, et du côté du bras qui va servir de levier, la prise doit être nette. C'est-à-dire, pour éviter le contact osseux, le pouce et l'éminence sténare est placé longitudinalement par rapport aux 2 os de l'avant-bras, c'est-à-dire au niveau de la membrane interosseuse. Les autres doigts, au contraire, sont placés perpendiculairement par rapport aux 2 os de l'avant-bras. Le maintien du bras préalablement relâché est nécessaire, et par une petite succession de tractions,
on va amener le sujet à plat ventre avec maintien du bras préalablement stabilisé au sol, ce qui fait que le poids du sujet s'ajoute à la prise et étire ses muscles. On peut voir cette position et cet étirement dans un autre plan. Le sujet est placé donc perpendiculairement par rapport à la prise de vue. Le bras préalablement relâché a été placé ici au zénith. Le thérapeute va chercher le bras opposé et à l'aide de ce levier, par une succession de tractions de plus en plus grande, va amener le sujet à plat ventre. Cette prise au niveau de la main avec le pouce parallèle aux os de l'avant-bras est nécessaire pour remettre le sujet en position de départ. Si on ne verrouille pas le coude, le pôle du sujet est mis en extension, alors que si je procède à un verrouillage du coude, par l'intermédiaire du bras tendu, je renvoie le sujet sur le dos. Après, relâchement complet du membre supple droit. Si nécessité, on passera de la même façon au relâchement du membre supérieur gauche. Lorsqu'il y a nécessité de relâcher les deux côtés, le mouvement ou les mouvements peuvent se terminer par un relâchement symétrique ou asymétrique des deux membres supérieurs, qui permet également, avec une traction légère vers le ciel, de contrôler que la tête reste toujours en état de décontraction. Voilà le processus de relâchement d'un membre supérieur. Point clé, la nuque, décontraction de l'épaule au préalable en élévation et abaissement trapèze supérieur. Ensuite, relâchement dans le plan frontal, relâchement dans le plan sagittal, coude et poignet. Cette relaxation peut maintenant être faite au niveau du membre inférieur, lorsque la relaxation doit être opérée sur la totalité des segments du sujet. La position de décubitus dorsal employée pour le relâchement du membre supérieur et du membre inférieur peut, dans certains cas, être abandonnée au profit, par exemple, d'une mise en position fétale, plus favorable chez certains enfants au relâchement des extrémités. Cette position pourra être utilisée au départ afin de relâcher le poignet et les doigts, de façon à ce que la prise poignet vue précédemment dans le relâchement du membre supérieur puisse être utilisée. La prise poignet de main classique peut être modifiée lorsque le sujet a une réaction de grasping. Pour éviter le contact de la main du kinésithérapeute avec la paume du sujet, la prise se fera autour du petit doigt et du pouce. Et le relâchement se fera avec une prise modifiée
dans le plan frontal au niveau de l'épaule, dans le plan sagittal, flexion, extension du coude. Le relâchement du membre inférieur est un peu plus compliqué que celui du membre supérieur en raison de sa configuration. La prise poignée de main est remplacée ici par un empalmement du calcanéum, laissant libre l'avant-pied. Le poids du membre inférieur entraînant une hyperextension avec étirement des coques condyliennes, voire une compression méniscale, au cours des mouvements de relâchement, la main opposée à la prise doit être prête à limiter cette extension. Comme pour le membre supérieur, le relâchement va partir de la région proximale vers la partie distale. Sur un membre inférieur préalablement fléchi, le relâchement se fera d'abord dans le sens de l'abduction-adduction. La main gauche, au niveau de la tête du péroné ou du condyle externe, est prêt à soutenir le poids du membre. Ce relâchement étant obtenu dans le sens abduction-adduction, le mouvement est poursuivi par des oscillations qui tendent maintenant à relâcher au niveau de la hanche la flexion-extension. Cette flexion-extension au niveau de la hanche s'accompagne d'une extension et flexion au niveau du genou. Lorsque le relâchement est obtenu au niveau hanche et au niveau genou, la prise au niveau du pied va changer. L'empaumement du calcanéum est accompagné d'une flexion dorsale du pied maintenue par l'avant-bras, de façon à étirer maintenant le triceps sural. À partir de la flexion du genou, les mouvements sont repris vers l'extension du genou et une flexion dorsale du pied. Le relâchement est entretenu par des oscillations de tout le membre inférieur, ce qui va permettre de relâcher des muscles non encore étirés, par exemple les ischio-jambiers dans une extension de jambe, les rotateurs internes ou les rotateurs externes par des mouvements de torsion du membre inférieur. Après relâchement du membre inférieur droit, puis du membre inférieur gauche, on passera au relâchement de la région lombaire. La position du kiné sera de profil par rapport au sujet, avec un appui de stabilisation du membre opposé. La prise se fera
à partir d'une flexion des hanches et des genoux par une prise panier, les deux creux poplités du sujet reposant sur les avant-bras du kinésithérapeute. Les mouvements d'étirement seront provoqués par un mouvement de syphose lordose amenant les genoux du sujet vers son menton. Le relâchement étant obtenu dans ce plan sagittal, à partir d'une syphose lombaire, le relâchement sera poursuivi dans le plan frontal par des oscillations, inclinaison latérale du bassin par rapport à la colonne vertébrale. Puis, le mouvement se poursuivra par des mouvements de torsion amenant les genoux du sujet vers le coude, bras en croix. Comme au niveau du membre supérieur ou du membre inférieur, ces mouvements peuvent être combinés. Chez des personnes plus grandes ou plus raides, cette position peut être préférentielle. Elle permet d'additionner à l'étirement par le mouvement un appui de la pesanteur du tronc du kinésithérapeute. Mise en syphose de la région lombaire, à partir d'une position de syphose, oscillation dans le plan frontal par inclinaison latérale du bassin par rapport au rachis. Mouvement de torsion utilisé en amenant les genoux vers le coude du sujet, bras en croix. Comme dans la précédente position, ces mouvements peuvent être combinés pour obtenir le relâchement du bassin. Cette technique, utilisée en début de séance chez l'enfant IMC, contribue à lever les obstacles qu'occasionnent les raideurs musculaires dans le passage et le guidage dans les niveaux d'évolution motrice. Employée localement dans d'autres pathologies, elle sera une aide aux techniques de gain d'amplitude articulaire dont la limitation est due à des résistances internes d'un muscle ou d'un groupe musculaire.